Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier de créer leur média cette année, un pilier des assises du journalisme que j'ai le plaisir de présenter cette année encore. Donc, je suis Romain Collat, journaliste à la correspondance de la presse, et on vous présente cette année 4 médias, alors qui soit se sont déjà lancés, soit qui s'apprêtent à l'être. Donc on a Gilles Tanguy, directeur et fondateur de l'Informé. On a Axel Roux de Vaquita. On a aussi donc Ulysse Mathieu et Mathilde Boudon Lamraoui pour le collectif La Friche et puis pour la future revue Contre-jour. Et on a Gilles Van der Putten pour Reporter d'Espoir et la revue. Voilà, donc on va parler de chacun de vos médias, puis après on passera aux questions de l'assistance si vous en avez. On va commencer avec Gilles Tanguy pour l'Informé. Donc vous avez créé en octobre 2022, l'Informé, donc un média en ligne sur l'investigation économique. Vous êtes un ancien de Capital. Pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure de créer un nouveau média et comment vous y êtes pris ? Moi, ça faisait 16 ans que j'étais à Capital. Je pense que c'était le bon moment de tourner une page. J'ai eu l'opportunité de lancer un nouveau média économique avec pas mal de moyens. C'est un moment unique dans une vie. Je voulais lancer un média libre, factuel, indépendant, sans pub. J'ai eu cette opportunité. C'est vrai qu'il y avait eu un changement d'actionnariat aussi au sein de la maison mère de Capital, qui est Prisma Media. Ça m'a aussi donné envie de changer d'air. Vous avez été acheté par Vivendi, vous n'avez pas été le seul à partir de Prisma Media, vous avez été tout à fait. Bien nombreux. Et alors, donc vous êtes un journaliste économique depuis quasiment le début de votre carrière, si je ne me trompe pas. Ouais. Un média économique spécialisé dans l'économie, est-ce que ça peut encore faire recette aujourd'hui ? Oui, nous on y croit. On a un positionnement assez nouveau, c'est-à-dire qu'on ne fait que de l'info exclusive. Alors c'est assez exigeant parce que du coup on s'interdit de faire plein de choses très intéressantes comme le reportage, l'analyse, l'interview. Nous c'est que de l'info factuelle exclusive, donc on en publie 4 à 5 par jour. On a une équipe de 16 journalistes. Et donc là, on se positionne entre à la fois certaines lettres spécialisées comme la lettre A, One Square ou la lettre de l'expansion, et des titres plus grand public comme Le Parisien, Mediapart, Les Échos. Et on pense qu'on peut trouver notre place en s'adressant en fait à tout le monde, parce que chacun a 2 facettes dans sa vie. On est tous à la fois salariés ou travailleurs dans un secteur et donc intéressés par des infos de niche sur son secteur, donc sur la grande distribution, les fusions-acquisitions, les transports, l'énergie. Donc ça, on a plein d'informations exclusives spécialisées sur ces secteurs-là, qui ne vont pas intéresser tout le monde. Et puis aussi, on est citoyen, intéressé par l'actu générale, et donc là, on va publier des grosses enquêtes sur le redressement fiscal de Coca-Cola, sur la fortune de Cyril Hanouna, sur les interventions de Bolloré dans tel ou tel média, sur comment Total s'infiltre à l'école. Et donc on pense toucher comme ça les 2 facettes de la personne des gens. D'accord. Vous avez été aidé pour lancer ce média par l'entrepreneur bien connu Xavier Niel. Pourquoi aller taper à sa porte pour lancer votre média ? Est-ce que vous n'auriez pas pu lancer votre média seul ? Comment... En fait, moi je connaissais Xavier Niel en tant que journaliste économique depuis 20 ans. Je l'avais interviewé pas mal de fois, donc je le connaissais. On n'est pas amis, on n'est pas proches, mais je le connaissais, on se respectait. Et quand j'ai choisi de lancer mon nouveau média, je cherchais 2 choses. D'abord des moyens, parce que j'applaudis effectivement toutes les initiatives de journalistes qui se lancent avec peu de moyens, qui démarrent avec 3-4 personnes en misant sur leur progression au fil des années. Moi je voulais plutôt qu'on démarre, si c'était possible, avec une grosse équipe et beaucoup de moyens. Et donc une visibilité financière longue. Et puis l'autre critère absolu, c'était la liberté éditoriale. C'est pas pour rien que je venais de quitter Prisma Media. Je voulais une liberté éditoriale absolue et donc des engagements de l'actionnaire de ne pas toucher à l'indépendance de la rédaction et qu'on puisse écrire ce que l'on voulait. Le fait est qu'il n'y a pas 36 personnes qui répondent à ces critères.
2 critères. Je suis donc allé sonner à la porte de Xavier Niel qui m'a reçu et qui m'a dit oui assez rapidement, et donc le projet est parti assez vite ensuite. Vous n'avez pas exploré d'autres pistes, d'autres investisseurs? Non, à partir du moment où celle-ci était OK et qu'ils me soutenaient, ça suffisait. Et alors, comment vous assurez l'indépendance? Je crois que vous avez créé un comité d'indépendance éditoriale. Oui, moi, d'abord, j'ai regardé le track record de Xavier Niel. Ça fait 10 ans qu'il investit dans la presse. Il a dû mettre peut-être 100 millions d'euros au total, si on additionne toutes ses participations dans les jours, Mediapart, Le Monde, Télérama, l'Obs, etc. Il n'y a pas eu de trace. Pas trouvé preuve du contraire d'intervention éditoriale dans les médias. Mais ça ne suffit pas d'avoir confiance, il faut aussi le verrouiller dans les statuts, et c'est ce qu'on a fait dans les statuts de notre société, en imposant d'abord que la SDJ, l'association des journalistes de la rédaction, contrôle 34% du capital. Elle a un droit d'agrément sur un changement du directeur de la rédaction. C'est moi pour l'instant. Si demain Xavier Niel voulait mettre, je sais pas, son fils, n'importe quoi, à ma place, il faudrait que ça soit validé par la rédaction. Donc ça crée quand même un garde-fou assez important. Il y a un droit d'agrément aussi de la Société des journalistes sur le changement d'actionnariat. Pareil, si demain Xavier Niel avait envie, je dis encore une fois n'importe quoi, de nous vendre à Lagardère ou Bolloré, il faudrait que les journalistes de la rédaction soient d'accord. Ça crée donc pas mal de garde-fous sur notre indépendance éditoriale, et on l'a prouvé depuis qu'on s'est lancé en n'hésitant pas à écrire des articles sur lui, ses amis, sa famille, ses proches, et ça ne nous a posé aucun problème. Et la SDJ est donc actionnaire aussi, actionnaire du média à vos côtés. Ouais. Et donc Xavier Niel, à travers sa holding Gigi Media, qui détient 5%. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc maintenant, vous en êtes à combien d'abonnés? Ça fait quelques mois que vous êtes lancé. À quel point vous en êtes maintenant? Alors, on a un nombre d'abonnés à 4 chiffres, voilà, supérieur à 4 chiffres. Moi, je ne veux pas donner un nombre d'abonnés précis à cette date parce qu'on n'a pas encore, non pas parce que ça ne marche pas, on est très content, on conquiert des centaines de nouveaux abonnés chaque mois, mais on est au tout début, on a 4 mois d'existence, ou 5 mois, on n'a pas du tout encore activé tous les leviers de progression, on n'a quasiment pas fait de pub, d'acquisition d'abonnés sur les réseaux sociaux, on n'a pas fait d'application mobile, c'est très demandé dans ce secteur-là. Donc je pense qu'on donnera un chiffre précis d'ici 1 an peut-être pour dire où on en est, parce qu'on sera transparent. À ce stade, je trouve que c'est prématuré. Donc quels sont les futurs développements, justement, une application mobile? Ouais, application mobile. Là, c'est pas tellement pour conquérir de nouveaux abonnés, parce que c'est aujourd'hui très difficile de se montrer sur les stores de iOS ou Android. En revanche, c'est demandé pour conserver les abonnés que l'on a, qu'ils puissent avoir le réflexe de venir tous les jours sur notre application. On va tester plein d'optimisations sur le paywall, parce qu'on est tout payant, on est 100% payant, on a fait ce choix-là. Mais c'est quelque chose qui doit s'optimiser. Actuellement, on a une période d'essai gratuite de 15 jours. On peut aussi envisager des abonnements à 1 euro pendant une certaine durée. Il y a plein de solutions aussi pour personnaliser le paywall en fonction de l'audience qui nous lit. On peut faire je sais pas, des journées gratuites. Télérama a fait ça il n'y a pas longtemps, apparemment ça a marché, des journées gratuites où on demande juste l'email. On va peut-être développer d'autres newsletters. Voilà, plein de choses à faire. Le fait d'être une petite PME où tout se décide très vite en quelques heures, ça permet de tenter plein de choses. Et donc vous êtes déjà rentable? Non, loin de là. Non, on mettra plusieurs années à l'être, peut-être 3, 4, 5 ans, je sais pas. Ça dépendra du succès de l'offre. Voilà, mais comme j'ai dit au début, j'ai la chance d'avoir un actionnaire, je mesure ma chance, qui nous donne du temps, qui ne met pas de pression là-dessus. En tout cas, j'ai pas de nouvelles. Voilà, je pense qu'on aura le temps de progresser gentiment. Ça nous laissera le temps de faire des petits revirements, éventuellement des ajustements de stratégie si ça décolle pas assez vite à nos yeux. Voilà. D'accord. Donc à vos côtés, il y a
Axel Roux pour Vaquita, qui est alors un média d'enquête et d'action, donc on est aussi sur de l'enquête, alors plus sur les sujets environnementaux et sociétaux. Donc déjà, pourquoi ce nom Vaquita? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ensuite, quel est le but de votre média? Bien sûr, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Vaquita, en fait, c'est un cétacé. C'est un marsouin qui vit dans le golfe du Mexique et c'est le mammifère marin en fait, le plus menacé au monde. Il en reste, selon les estimations des scientifiques, à peu près entre 10 et 15. Et en fait, c'est un marsouin qui est décimé par la pêche illégale et qui représente pour nous vraiment l'urgence face à l'effondrement de la biodiversité. Et en même temps, ça représente aussi toutes les personnes, puisqu'il en existe, qui se battent, qui font des missions pour justement éviter que ce marsouin disparaissent totalement de la planète. Donc voilà, c'était un peu pour représenter à la fois l'urgence face à la biodiversité et en même temps mettre en lumière les combats des personnes qui se battent au jour le jour pour éviter qu'ils disparaissent totalement. Qu'est-ce qu'on trouve sur Vaquita? Sur Vaquita, en fait, on va trouver principalement de la vidéo. On est un média exclusivement vidéo. Vous allez trouver des enquêtes sur l'environnement, sur l'agro-industrie. On a par exemple publié une enquête sur Bayer qui se paye des influenceurs au moment du salon de l'agriculture. On a publié voilà, toute cette enquête il y a maintenant une dizaine de jours. On va trouver aussi des sujets sur l'environnement, sur la fabrique des engrais. On a publié toute une enquête sur un engrais qui est très utilisé en France, qui s'appelle le DAP 1846, qui est fabriqué, qu'on ne fait pas fabriquer en France, qu'on fait fabriquer notamment au Maroc, en Tunisie, et qu'on importe pour notre agriculture céréalière, et dont la fabrication va très impacter la mer Méditerranée. Ça crée des catastrophes. Justement, en mer Méditerranée, il y a à peu près une tour Eiffel de déchets toxiques chaque jour qui sont reversés dans la mer Méditerranée pour la fabrique de cet engrais. Et donc voilà, on a enquêté, on a fait du reportage sur place pour justement prouver cette pollution, faire nos propres tests. On a réalisé des tests en laboratoire indépendant pour mesurer justement cette quantité de pollution et derrière aller interpeller aussi le ministère de l'Agriculture. Ça c'est quelque chose qu'on défend justement, c'est le côté action, c'est justement aller être un peu, aller titiller et aller demander des comptes finalement aux décideurs, les mettre en face de tout ce qui ne va pas en fait, de ce que nous en tout cas on considère qui ne va pas. Et donc voilà, ça c'est une grosse enquête qu'on a publiée, qui a nécessité quasiment 4 mois d'enquête, une semaine de terrain sur place, puis derrière aussi pas mal de terrain aussi en France pour aller aussi apostropher le ministre, pour les relancer parce que forcément ils ne veulent pas souvent répondre à ce genre de questions. Vous allez aussi trouver des sujets sur la société. On a publié aussi un documentaire sur la fin de vie en France, en tout cas sur ces Français qui décident de partir en Belgique ou en Suisse pour bénéficier d'une euthanasie, puisque ce n'est pas légal encore en France. Je dis encore, en tout cas, il y a un gros débat sur ce sujet en France. Donc voilà, on ne fait pas que de l'environnement, on fait aussi sur les sujets de société. On couvre aussi par exemple l'actualité brûlante, sans mauvais jeu de mots, avec la réforme des retraites, avec les événements qui se passent dans la rue. Aussi à Sainte-Soline, on était le week-end dernier en reportage et en ce moment vous trouverez en home de notre site, si vous vous connectez, un long reportage de 16 minutes sur les événements de Sainte-Soline. Justement, on revient sur les enjeux de la construction des méga-bassines, mais aussi sur les très violents affrontements qui se sont déroulés sur place. Donc voilà, et vous avez, comme tu le disais, donc, nous ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir aussi un côté action, c'est de pas seulement présenter de l'information qui est difficile, qui entre guillemets va être parfois déprimante pour certains, mais aussi d'essayer de pouvoir engager notre audience dans des dynamiques d'action, par exemple en soutenant soit à travers une cagnotte, soit à travers une pétition, soit à travers des mobilisations des fois sur place, et c'est d'essayer de donner en tout cas des pistes d'action pour essayer de faire bouger les lignes. Par exemple, un exemple tout simple, on a publié notre premier sujet, c'était sur, ça n'avait rien à voir avec l'environnement, c'était malheureusement sur un fait divers qui est aussi un fait de société, qui était sur le sort d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Shaina, qui a été brûlée vive dans un de ses quartiers à Creil et dont la famille se bat depuis 4 ans pour obtenir justice. Famille qui est complètement dévastée et qui est épuisée par ce combat judiciaire. Et donc on a lancé une cagnotte en fait pour venir en aide à cette famille. Parce que c'était aussi quelque chose qui revenait beaucoup dans les commentaires en fait quand on publiait cette enquête. C'est-à-dire beaucoup d'internautes qui se posaient la question, mais ok, comment on peut agir en fait, comment on peut venir en aide à cette famille. Alors c'est un peu nouveau je pense que des médias s'engagent à ce point-là et par exemple proposent directement de venir en aide financièrement
pour aider des personnes, mais en tout cas, nous, on trouve qu'aujourd'hui, voilà, on ne pourrait pas ne pas le faire. En tout cas, vu notre positionnement, on décide frontalement de s'engager sur certains de ces sujets, et ça va au-delà de juste vous présenter un documentaire et après de vous dire bah, débarrassez-vous, enfin voilà, débrouillez-vous avec ça. Et sur le modèle économique, justement, vous aussi, vous avez fait appel à des investisseurs, je crois, notamment révélés par Formé, et notamment les mêmes investisseurs, Xavier Niel, mais aussi Jacques-Antoine Grandjean, Maxime Rossini. C'est pareil, pourquoi avoir fait appel à des investisseurs et comment est composé le capital, comment vous assurez votre indépendance éditoriale? Bah, en fait, pour une raison assez simple, c'est que quand on lance un média, forcément on a besoin d'argent, on a besoin de trésorerie. Alors effectivement, j'applaudis aussi ceux qui se lancent sur fonds propres. Il y a des médias comme Les Jours qui avaient été bâtis uniquement exclusivement par les fonds des journalistes qui avaient quitté Libération quand il y avait eu Drahi qui était monté au capital. Pour lancer un média en tout cas... Ah. D'accord, bah, j'ignorais cette information, merci. En tout cas, on a besoin de trésorerie quand on lance un média, qui plus est quand on lance un média vidéo aussi, parce que vous n'avez pas la même plateforme, vous n'avez pas les mêmes coûts de fonctionnement que voilà, un média uniquement écrit, presse écrite, presse web. Donc déjà, ça représente un coût. Quand vous lancez aussi un média, vous avez besoin d'avoir du stock, d'avoir aussi des journalistes qui ont travaillé en amont pour sortir des sujets. Donc c'est très difficile de lancer en tout cas un média en plus en vidéo parce qu'on a les coûts de production qui sont aussi... nous, voilà, on est beaucoup axé sur le reportage, on fait aussi de l'enquête, mais beaucoup de reportages aussi de terrain, donc il faut aussi payer les reportages, les frais fixes liés à ces reportages. Et voilà, il faut pouvoir payer les journalistes avant la sortie. On a enquêté, on a travaillé sur des sujets 5-6 mois avant la sortie du média. Donc tout ça, c'est évidemment des frais. Et après, pourquoi on s'est tourné vers eux? Tout simplement parce que, en fait, c'est un média qui a été lancé par Hugo Clément. Hugo Clément qui avait déjà, en 2020, travaillé avec ces trois personnes, avec Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean et Marc Simoncini, lors du référendum d'initiative partagée pour les animaux. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, en 2020, il y avait eu cette initiative qui permettait de lancer comment dire, c'est un RIP en fait pour ceux qui connaissent, donc ça permet de, je vais y arriver, ça permet de lancer dans le débat public en fait des mesures fortes, et là c'était en l'occurrence sur le bien-être animal, et si vous arrivez à 4,5 millions de signataires, c'est étudié derrière à l'Assemblée nationale. Donc on avait déjà travaillé, enfin il avait déjà travaillé avec lui, donc il y avait un lien naturel de confiance en tout cas avec eux qui s'était déjà établi. Et ça s'est fait comme ça directement. Et donc le média est contrôlé par Hugo Clément ou par les investisseurs? Non, on est majoritaire au capital, largement majoritaire au capital. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres comme ça. En tout cas, nous, c'était un prérequis également, c'est de garder le contrôle au capital, et on n'a aucune interférence, d'avoir aussi justement aucune interférence au niveau de la ligne éditoriale. Et on est complètement libre d'enquêter et de travailler sur ce qu'on veut en fait. Et donc vous êtes combien de journalistes et pourquoi avoir choisi la vidéo plus qu'un média écrit? Alors aujourd'hui on est une quinzaine, alors non pas je dis quinzaine mais j'inclus aussi les personnes qui sont avec nous au montage, avec nous sur les réseaux sociaux. En journaliste on est 8 journalistes, je m'inclus dedans puisque je me considère avant tout comme journaliste. Et donc pourquoi un média vidéo plus qu'un média écrit? Média vidéo parce qu'en fait c'est un peu notre savoir-faire, ce qu'on fait avec Hugo maintenant depuis pas mal d'années. Moi je collabore avec lui depuis maintenant 5-6 ans. Avant je travaillais sur les documentaires sur le front, j'étais responsable des enquêtes sur les documentaires sur le front sur France 5. En fait nous, notre plus-value c'est vraiment ça, c'est-à-dire la mise en image finalement, le travail de reportage, d'image, et aussi on travaillait aussi avant, on est passé par Combini. Moi j'ai rejoint Combini News en 2018 au moment du lancement de la verticale news de Combini, et en fait voilà, on avait développé à l'époque aussi beaucoup de vidéos, de reportages vidéo, et même je pense qu'on avait été un peu les premiers en tout cas en France à vraiment faire du reportage aussi incarné en vidéo. Si vous vous souvenez de 2018, le panorama de la vidéo web, on va dire, c'était principalement brut avec des desks.
Loopsider qui arrivait, qui faisait aussi pas mal d'images d'archives, de desk, etc. Très très peu finalement de reportages sur le terrain incarné. Et ça, en fait, moi je le vois un peu aujourd'hui Vaquita comme la synthèse de à la fois les codes qu'on avait réussi à imposer en médias vidéo, c'est-à-dire montrer que ça peut marcher de faire du reportage de terrain en incarné sur du web, et aussi le sérieux de l'enquête d'une émission comme Sur le Front, où on va enquêter sur des sujets pendant des fois 6 mois, 1 an, et l'idée c'est de faire un peu cette synthèse de tout ça. Et donc vous êtes un média payant aussi, vous avez combien d'abonnés, et est-ce que vous êtes rentable ou vous allez atteindre bientôt la rentabilité? Alors on n'est pas encore à la rentabilité, on n'est pas encore à l'équilibre économique puisqu'on a 4 mois d'existence. J'espère qu'on l'atteindra d'ici 1 an ou 2. En tout cas, on est très content de nos nombres d'abonnés sur la plateforme. Alors pareil, je ne pourrais pas aussi communiquer dessus, là je pense que on le fera dans notre tempo, peut-être d'ici 6 mois, 1 an. En tout cas, voilà, comme à ma gauche, on a un nombre d'abonnés à 4 chiffres également. Et voilà, nous, ce qu'on défend aussi, c'est à la fois notre plateforme, qui est vraiment notre réacteur, c'est-à-dire un modèle sur abonnement. C'est 5 € par mois ou 50 € à l'année. D'ailleurs, j'en profite au passage, on va faire une petite promo flash jusqu'à dimanche où ce sera 10 € pour 6 mois, donc si vous voulez vous abonner, c'est le bon moment. Et nous, on met principalement en payant, mais on met aussi certains de nos reportages et documentaires en accès gratuit, un peu en vitrine, pour aussi montrer aux personnes qui... Et c'est normal parce qu'on a 4 mois d'existence, voilà, tout simplement ne savent pas bien qui on est, ne connaissent pas encore, etc., se demandent est-ce que ça vaut le coup de s'abonner. Bah voilà, typiquement, là, sur la home de notre média, vous avez un reportage sur Sainte-Soline qui est en accès gratuit, que vous pouvez voir gratuitement, et on a aussi notre documentaire sur la fin de vie, qui est aussi en accès gratuit, et ça c'est quand, voilà, des fois on juge qu'il y a des sujets qui sont tellement d'intérêt public que voilà, on se doit de les mettre en gratuit, et ça marche très bien. Pour la petite information, pour une petite plateforme comme la nôtre, un documentaire sur la fin de vie a été vu à peu près 500 000 fois sur une plateforme, ce qui sont des très bons chiffres. En tout cas, on est très content de voir que ça rencontre un réel public et une réelle audience aussi. Gilles Van der Putten, vous êtes le directeur de Reporters d'Espoir, qui lance sa revue sur le journalisme qui donne envie d'agir. Donc c'est aussi, on pourrait dire, un média d'action, et vous orientez sur le journalisme de solution. Alors déjà, comment vous définissez le journalisme de solution? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on trouve dans votre revue? Alors le journalisme de solution, c'est une démarche qu'on a lancée il y a 19 ans maintenant, donc l'association Reporters d'Espoir qui existe depuis 19 ans. En fait, c'est simplement l'idée qu'on est là en tant que journaliste pour refléter la complexité des réalités, des choses, et donc ça passe par décrire les problèmes, les difficultés, les dysfonctionnements, et en même temps les réponses, les solutions, entre guillemets, quand elles existent, elles sont rares, en tout cas les pistes de résolution de problèmes. Donc c'est ce duo, c'est ce couple opportunité-menace, difficulté-résilience, qui est le propre de toute dynamique. Et quand il y a 19 ans on a lancé cette démarche, c'était pour pointer un manque médiatique, une information ressentie comme trop anxiogène, une information parce qu'on a été formé comme ça en école, parce que c'est le sel du métier, parce que tous les prix journalistiques récompensent aussi, et à juste titre, les reporters de guerre, tous ceux d'entre nous qui pointent les dysfonctionnements. Donc il y a toute une culture médiatique qui est intéressante et qu'il faut préserver, sauvegarder, défendre, etc. Tout en ajoutant en fait cette dimension. Donc c'était un petit collectif à l'époque, il y a 20 ans, de gens qui étaient un peu considérés comme des boy scouts. Et puis cette démarche, aujourd'hui, elle est devenue pas majoritaire, elle reste homéopathique, mais tous les médias s'en emparent aujourd'hui. Tous veulent faire du journalisme de solution. Il y a un certain nombre de titres de PQS, de presse quotidienne régionale qui en ont fait d'ailleurs, et qui en font ni ce matin, dès 2014, au moment de sa faillite, enfin du risque de faillite, s'est relancé en partie avec cet argument-là. On en trouve même dans les journaux télévisés aussi, il y a des reportages sur les solutions. On a dû mettre une étiquette en fait là où il n'y en a pas forcément besoin, mais il le fallait pour pointer en fait un manque, c'était notre point de vue en tout cas à l'époque, même si ça se discute toujours aujourd'hui. Donc en fait nous on est une asso, on a 3 programmes d'action, on a un prix, on s'est dit il faut mettre à l'honneur les journalistes qui font depuis toujours sans le savoir du journalisme de solution ou sans le dire. Donc ce prix existe depuis 19 ans, il a mis à l'honneur 110 lauréates de
de plein de médias très différents, sur un scope très large de l'humanité au Figaro, en passant par des médias pure player, etc. C'est un prix jeune aussi, prix européen du jeune reporter. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, vous êtes les bienvenus, de 15 à 30 ans, c'est une vision assez large de la jeunesse. Les candidatures sont ouvertes actuellement. Il y a des prix pro. À côté de ça, on a un lab d'études et de recherche et d'expérimentation pour justement cette notion de journaliste de solution, la confronter à la réalité. Parce que souvent on nous a dit mais ça marche pas, les gens n'en veulent pas, le positivisme, ça marche pas, etc. Donc on a essayé de montrer que ça marchait à certaines conditions. Et on a en open source dévoilé à quelles conditions ça pouvait marcher, selon les cas d'études qu'on a menés en tout cas. Il y a 13 ans, on a créé le LibD Solutions avec Libération. On produisait 80% du contenu, aujourd'hui on produit 0. Donc on est content, c'est notre victoire en fait. On a retenté l'expérience avec Ouest France, avec Le Figaro, avec Rue 89, avec plein de médias très différents. Parce qu'on considère que le journalisme de solution est une méthode et pas une idéologie, donc on travaille avec tout le monde, enfin dans certaines limites. Et donc on fait de la formation, de la sensibilisation, des journalistes, des étudiants en journalisme, de l'écosystème médiatique au sens large, parce qu'il y a évidemment des dimensions éditoriales, c'est la première des dimensions qui justifie notre existence, mais évidemment on n'est pas naïf, donc il faut embarquer les directions de médias, les annonceurs, tout l'écosystème médiatique, donc on sensibilise tout le monde. Donc le prix, le lab et la revue papier, qui est une nouvelle aventure, qui remplace une autre aventure à laquelle on a mis temporairement fin, c'est-à-dire on faisait beaucoup d'événementiels avant le Covid, et on s'est dit qu'on avait très envie en plus de passer à autre chose. Donc on s'est dit, il nous manque un support qui permette au grand public de percevoir ce qu'on entend par journalisme de solution, et aux médias aussi d'avoir une incitation supplémentaire aux médias à s'y mettre, en les valorisant. Donc on a créé une publication un peu hybride, c'est-à-dire, pour faire des grandes comparaisons, c'est à la Courrier International au sens où il y a de l'agrégation d'un best-of de reportages, paru dans un large panel de presse, écrite, radio et télé, puisqu'on les traite chacun d'une manière spécifique. On s'est dit qu'il y avait un manque en fait dans le paysage médiatique. On a choisi quelque chose qui n'est pas le plus simple, c'est-à-dire la presse papier. Bon, c'est un semestriel, 2 numéros par an, donc on minimise le risque, avant peut-être de passer à trimestriel si ça fonctionne. L'impression coûte cher, c'est plus de 15 000 € d'impression. Et justement, pourquoi avoir choisi le papier plus qu'un média numérique On s'est dit qu'il y avait tellement, j'allais dire d'infobésité, en tout cas tellement de médias numériques qu'il fallait, pour qu'on émerge, passer en papier. En fait, c'était plusieurs chemins étaient possibles, on a voulu prendre celui-ci en se disant c'est matériel, même si on a l'air de la dématérialisation, ça nous importait d'avoir quelque chose de concret, parce que notre démarche est un peu éthérée. Parfois, journaliste de solution, d'accord, tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui ou presque, mais on fait de la formation, on fait des expérimentations, etc. Là au moins c'est du concret pour tout le monde. Et même plein de journalistes nous disaient mais journaliste de solution je veux bien, mais c'est quoi, comment, etc. Donc une fois qu'on leur a proposé des méthodes, offert des méthodes, parce qu'on travaille gratuitement pour tout le monde aujourd'hui, qu'on puisse matérialiser ça à travers un support papier. Et il faut dire qu'à notre création en 2004, on avait une revue papier qui a duré 2 ans. À l'époque, c'était la très belle époque où on nous offrait et la diffusion et le papier, qui est une époque révolue. Et moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, je me suis dit on va relancer ce truc-là. Et puis j'ai fait le budget, je me suis dit on ne pourra pas. Et heureusement, on avait ce truc qui nous trottait dans l'esprit, on voulait sortir un MOOC, on voyait tous ces MOOC sortir, donc magazine plus book, c'est un entre-deux. C'est-à-dire une grosse revue, la nôtre fait 150 pages. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment de le ressortir, et on a parlé à plusieurs donateurs, mécènes, entreprises, et on a réussi à faire un petit crowdfunding en fait, d'abord auprès de donateurs de l'association. Quand je dis donateurs, ça va de 15 € à 40 000, et puis faire une vraie opération de crowdfunding auprès d'un public qu'on ne connaissait pas. Donc on a testé sur KissKissBankBank. Ça n'a pas été un énorme succès. On a levé 6 000 € je crois sur KissKiss, mais on était déjà content, c'est une première.
Donc c'est une manière de tester notre réseau, de tester l'engagement de nos audiences. En fait, jusqu'à présent, on avait une newsletter mensuelle qui est hebdo maintenant, et on a 15 000 abonnés. Donc on partait de ça, et on s'est rendu compte que c'était pas très simple de convertir des abonnés gratuits en acheteurs d'une revue à 15 €. Donc on est en train aujourd'hui de travailler sur le commercial et le marketing, c'est notre point faible, parce que sur l'éditorial, bon, on fait évoluer la ligne d'un numéro à l'autre, en tout cas on essaie de l'enrichir. Sur l'aspect marketing et commercial, on a beaucoup à faire, à apprendre. C'est ce qu'on disait dans la table ronde précédente. Voilà, c'est souvent la faiblesse de nos projets qui se lancent avec peu de moyens. C'est ne pas oublier, ne pas faire que de l'éditorial en se disant qu'on a un super produit et que ça va marcher. Avec que de l'éditorial, il faut de la stratégie et du marketing aussi. Donc c'est la phase dans laquelle on entre aujourd'hui et sur laquelle on ne sait pas grand-chose parce que malgré 20 ans d'expérience de reporter d'espoir, c'est un nouveau métier en fait. Donc c'est de l'agrégation donc de contenu d'autres médias, mais vous abordez aussi, voilà, vous abordez une nouvelle thématique à chaque numéro, qui le rédige, vous avez une rédaction, vous avez des pigistes, combien de personnes contribuent à un numéro? Alors, Reporter d'espoir, c'est 3 salariés permanents, mais pour la revue, il y a des consultants, des pigistes, une directrice artistique, une rédactrice en chef, ça représente 24 personnes. Et c'est des services civiques, une alternante, etc. Donc l'engagement est variable, plus ou moins éphémère ou dans la durée. En tout, c'est 24 personnes qui passent entre 10 heures et 365 jours de leur temps là-dessus. Voilà, donc 24 personnes. C'est... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a levé de quoi sortir les 3 premiers numéros, donc c'est pour ça qu'on s'est pas posé, enfin on s'est posé évidemment la question du marketing dès le départ, mais c'est quelque chose qui est en cours en fait, on n'a pas encore toutes les réponses. Comment on fait pour émerger au-delà de plusieurs médias qui eux aussi prétendent faire du journalisme de solution? C'est difficile d'émerger parmi la masse. Oui, c'est difficile. Alors on a eu l'aide de Relais par exemple, Relais qui nous a mis en avant dans 80 relais de gares et aéroports, avec de la pub, avec des stop-caisses, etc. Donc ça aide beaucoup. On est diffusé en librairie, parce que c'est un livre et pas un titre de presse, donc on n'est pas en kiosque, on est considéré comme livre. C'est un choix, c'est un arbitrage en fait, par rapport aux aides, par rapport aux frais d'affranchissement, par rapport à tout un tas de dimensions. Bon, il n'y a pas beaucoup d'aides, pour le moment on a 0 aide, en tout cas publique, j'en prends par là. Peut-être qu'on y viendra, je crois qu'il faut faire nos preuves avec 2-3 premiers numéros avant de pouvoir y prétendre. En tout cas, si on a une aide à l'affranchissement, à l'envoi postal qui est très précieuse. Et sur le marketing, on tâtonne, on a testé donc le crowdfunding, on va en refaire un pour le 2e numéro. On regarde un peu, on a plein de devis trop chers pour nous. Donc voilà, on cherche des solutions. Vous avez combien d'abonnés pour l'instant? Alors, on a imprimé à 8000 exemplaires, on en a vendu 3000, 2800 et quelques. Et donc, se pose la question, on en donne pas mal sur le complément, parce qu'il faut, le stock ça coûte cher. Donc on en donne pour la semaine de la presse à l'école, on en donne à des écoles de journalisme, etc. C'est une revue qui a vocation à pas durer simplement les 6 mois de sa commercialisation. L'idée c'est de faire un peu l'effet collection. Après c'est quand même du contenu journalistique périssable, mais qui sera toujours inspirant. Donc on sait, la durée de vie d'un magazine sera au-delà de sa durée de vente en librairie, on espère. Voilà, donc on se donne le temps aussi d'écouler les 8000 exemplaires qu'on imprime à chaque fois. Mais aujourd'hui, oui, on donne autant qu'on vend. Donc c'est pas un modèle durable économiquement. La question de la pub se pose. On n'est pas allergique à la pub, a priori, mais on se pose la question de la pertinence ou pas par rapport à notre lectorat. Agréger des contenus qui viennent de médias et aller leur piquer les annonceurs, c'est pas forcément facile. Peut-être que ce sera mal vu, on ne sait pas. On se pose la question. Nous, on part plutôt sur un modèle où des fondations, des individus, peut-être des entreprises qui nous soutiendraient à l'année sur notre cause globale, pourraient avoir une sorte de, on ne veut pas dire publicité, mais
de pouvoir expliquer pourquoi elles soutiennent cette démarche. C'est à cette condition qu'on pourrait faire de la pub, entre guillemets, je pense, ou en tout cas financer la revue par quelque chose qui pourrait s'approcher de la pub, voilà, sans faire du public rédactionnel, enfin, on ne sait pas trop, on réfléchit en ce moment. On a un peu de temps pour en revenir, mais pas tant que ça, parce que voilà, ça fait déjà 4 mois qu'elle est commercialisée. Comme tout le monde, j'ai l'impression, 4 mois. Avant Noël. Voilà. Fin d'année 2022. Sauf ceux qui sont à vos côtés, qui s'apprêtent, eux, à lancer leur revue. C'est aussi un semestriel, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc Ulysse Mathieu et puis Mathilde Boudon-Lamraoui, que vous représentez le collectif La Friche, et nous allons lancer prochainement Contre-jour, qui se veut à l'intersection du journalisme et de l'éducation populaire, pardon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'intersection de ces deux aspects? Alors, c'est assez simple. Nous, on est un collectif, La Friche, d'une quinzaine, d'une vingtaine de journalistes, journalistes, travailleurs sociaux, documentaristes, et qui faisons de l'éducation aux médias depuis un certain temps. Donc, en plus de notre activité journalistique, on assume des résidences, des ateliers. Oula. Et Pardon? Ça veut dire que... C'est pour mettre les photos? En mon parmi, il y a le fil Marseille, je crois. Ah, pardon. C'est bien placé. C'est par rapport à trop proche. Voilà, c'est ça. Alors, donc je disais que donc on fait de l'éducation aux médias, ça veut dire qu'on se déplace dans des endroits pour faire des ateliers, et nous, notre philosophie au collectif, c'est vraiment d'utiliser les méthodes et les outils de l'éducation populaire, qui est une tradition qui remonte à déjà bien longtemps. Et en fait, dans ces endroits où on mène des ateliers, où on accompagne des gens souvent dans la production médiatique, que ce soit à travers des ateliers d'éducation à l'image, de production d'émissions de radio, en fait, on rencontre et on participe à créer des espaces de parole qui sont vraiment très très intéressants. Et nous, ça, on le vit au quotidien dans des endroits qui sont aussi différents que des lycées, des quartiers populaires, des zones rurales. Enfin, des prisons aussi. Des prisons également, même si c'est pas la spécialité du collectif La Friche, mais il y a quelques actions qui ont été menées en prison. Donc voilà. Donc en fait, c'est l'idée de donner une place et dans une revue à toutes ces paroles et à toutes ces productions qu'on côtoie, et aussi de les mélanger avec le fait que nous, on est un collectif de 15-20 journalistes, donc tous indépendants, enfin, journalistes au sens large, comme je le disais tout à l'heure, et en fait, on est à la fois dans le Nord, à Paris, en région parisienne, à Marseille, à Rennes, à Amiens, et avec des gens qui se déplacent dans plein d'autres endroits aussi. Et en fait, quand on se retrouve en AG autour de la table, on a une rédaction. On a ce sentiment-là de pouvoir, en fait, d'avoir la puissance pour faire un journal. Et donc c'était l'envie de trouver un écho et de faire résonner toutes les paroles qu'on entend et qu'on reçoit en atelier, et en même temps d'en profiter pour nous partir de ces endroits qu'on côtoie pour produire des objets journalistiques qui émanent des membres du collectif de La Friche. Alors, donc, quel type de contenu on retrouvera dans cette revue? Eh ben, dans cette revue, il y a donc des reportages qui ont été menés à partir de résidences, notamment à Marseille. Un reportage sur les murs qui... le thème du numéro, c'est « Écoute les murs tomber ». Et donc, en fait, tous les articles sont plus ou moins une variation autour de cette thématique au sens large, évidemment. Et donc, il y a un reportage, par exemple, à Marseille, sur les quartiers qui s'enferment, en fait, où il y a un mur, il y a des murs qui se construisent entre des quartiers, qui se résidentialisent et donc qui mettent des digicones, mettent des barrières, et en fait s'approprient l'espace public. C'est un mouvement qui existe depuis la fin des années 90, même un petit peu avant. Et on va retrouver, par exemple, des choses qui sont issues de notre résidence à Calais,
où on va avoir à la fois une chronologie qui a été construite avec 3 militants, 3 acteurs et militants associatifs de Calais pour essayer de reconstruire une chronologie sensible de ce territoire. Et on va avoir aussi des productions qui ont été faites à partir de photos qui ont été prises au jetable par des exilés qu'on a rencontrés. Voilà, et bon, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas détailler. Mais c'est dans une démarche plus militante ou les sujets qu'on peut trouver parler des exilés Bah, nous, je pense que oui, on est militant, mais en fait, quand je lis la revue, moi, j'ai pas l'impression de lire un objet militant. En fait, j'ai l'impression de... Bon, après, je suis un peu partiel, mais j'ai l'impression de lire un objet qui est singulier, et en fait, qui apporte des regards différents sur des choses qu'on a parfois entendues plein de fois, et parfois dont on n'a pas du tout entendu parler. Ouais, je voulais peut-être un peu compléter pour répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est une revue militante. En tout cas, je sais que c'est une revue effectivement qui assume de mettre en valeur et de donner une place centrale à des sujets et à des personnes qui sont plutôt en marge des instances médiatiques plus traditionnelles ou voilà, sous les radars en fait, je dirais, des médias de masse. Et donc vous lancez sur un format papier, pareil, pourquoi avoir choisi le format papier qui, comme on vient de le dire, est quand même plus complexe qu'un format web? Bah, je pense que pour le format papier, il y a 2 raisons principales. C'est l'idée de rassembler en fait. La revue, c'est vraiment mettre en écho, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire sur le web et sur internet, de dire qu'en fait on va faire quelque chose avec un début, un milieu et une fin. Qui va rassembler et qui va mettre en écho plein d'objets et de formes différentes. Dans la revue, il y a beaucoup de photos, il y a de la gravure, il y a de l'illustration. On a vraiment voulu faire un objet qui soit ouvert au niveau des formats. Et aussi, c'est la dimension laisser une trace, qui est pour nous très importante, à la fois pour nous en tant que collectif, et aussi pour toutes les paroles qu'on recueille dans nos ateliers et dans nos résidences. Dire, voilà, c'est un objet, ça va rester, ça va pouvoir être consulté dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour dire, voilà, c'était ça. Alors vous en êtes où dans le projet au niveau du financement participatif? Est-ce que c'est bientôt la fin? Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Et quand est-ce qu'on pourra feuilleter nos contre-jours? Déjà, j'allais juste préciser peut-être que vous pouvez feuilleter Contre-jour dès aujourd'hui, puisque nous avons une table pour présenter la revue et on va aussi évidemment la vendre. Donc on est présent durant toutes les assises, n'hésitez pas à venir nous voir, elle est au prix de 12 €. Donc voilà, elle est là. Et pour le financement participatif, ça je te laisse répondre. Ouais, on a fait le choix de faire un financement participatif, l'histoire de comment elle allait être construite, à beaucoup de rebondissements, etc. Mais finalement, on a décidé de l'autoproduire. En fait, pour nous, le financement participatif, c'était le plus évident pour essayer de financer la revue et de se dire qu'on ne ferait pas un objet, tout le monde est payé sur cet objet, même s'il est mal payé. Mais c'était quelque chose d'essentiel pour nous. Et donc du coup, faire un financement, proposer des préventes, c'était l'évidence pour essayer de boucler le budget avant de commencer à la vendre en librairie. Et voilà, nous, c'est un objet qui coûte cher à produire. Nous, parce qu'on est dans le domaine de l'éducation aux médias, on a accès à des sources de financement public qui ne sont pas celles de la presse traditionnelle. Et donc nous, en fait, la revue, elle fonctionne économiquement comme ça, c'est-à-dire la moitié financée par ses lecteurs et l'autre moitié financée par des subventions publiques qui sont fléchées directement publiques ou de fondations, sont soit fléchées directement sur la revue, soit qui viennent, et ça c'est ce qui va se passer dans le futur, d'ateliers qu'on va mener et dans lesquels on va intégrer une ligne qui dit, voilà, ces ateliers vont servir à confectionner une partie du dossier de la revue. Et donc, comme pour Reporters d'Espoir, on vous trouve uniquement dans les librairies, on vous trouvera aussi en kiosque? Tout à fait, uniquement dans les librairies, pour les mêmes raisons que Reporters d'Espoir. C'est un objet qu'on commence un peu, avec
avec une grande ambition, mais petit à petit. Donc on va voir, nous on en imprime 1000, donc c'est déjà pas les mêmes volumes. Donc pour te répondre sur le financement participatif, on l'a lancé il y a 2 semaines, on est déjà à 81% de notre objectif, je crois, ou 85, je sais plus, ce matin. Donc voilà, on va réussir normalement à aller au bout. On va en vendre 300, je pense, ou 300 ou 400 pré-ventes. Bon là c'est vraiment un crowdfunding de soutien, donc c'est un peu différent. On verra sur le numéro 2 combien de lecteurs on aura réussi à gagner sur la pré-vente. Quitte à refaire un financement participatif. Je pense que ça va être le modèle en fait, de pré-vente va être celui de contre-jour. On va mettre un seuil en dessous duquel ça va être compliqué pour nous de fabriquer l'objet. D'accord. Donc avant de passer aux questions, juste, on peut remarquer quand même que ceux qui ont les coûts les plus importants en termes de moyens humains, etc., se sont plutôt lancés sur le web, donc avec des coûts de structure peut-être un peu plus légers, tandis que d'autres se sont lancés dans du financement participatif et sur le papier. Alors du coup, j'ai envie de poser la question à vous deux. On parlait donc, vous c'était plutôt la vidéo à Vaquita, mais l'informé aurait très bien pu se lancer dans le papier, à l'instar des Échos ou même la Tribune qui s'est retirée du papier, mais qui a quand même lancé une revue. Il y a quand même des coûts importants sur le web. Nous, on a embauché tous les journalistes en CDI, donc j'ai 15 journalistes en CDI, donc c'est une masse salariale tout de suite assez conséquente. Il y a beaucoup de coûts techniques aussi, d'hébergement du site, il y a une ribambelle d'outils que l'on doit avoir. J'ai embauché aussi une journaliste vidéo qu'il a fallu équiper avec tout le matériel nécessaire. Donc oui, il n'y a pas les coûts papier, mais les coûts web et les coûts rédactionnels, en fait, c'est la masse salariale, les journalistes. Ça coûte cher, si on les paye correctement, on n'a pas à déraper, mais voilà, pour les faire venir chez nous, il faut forcément des arguments. Donc il y a quand même des coûts. Mais ça paye, jamais vous êtes dit, on se lancerait plutôt avec du papier sur le papier? Non, parce que effectivement, je constate la difficulté du marché de la presse papier. Là où j'étais avant, à Prisma Media, on le voyait bien, que les audiences des sites grimpaient, le chiffre d'affaires des sites web grimpait, pendant que le chiffre d'affaires issu de la presse papier diminuait d'année en année. Donc oui, je suis plutôt parti sur le web. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si tu as posé une question, oui. Bonjour. J'avais 2 petites questions qui vont se rejoindre un petit peu pour les deux. Déjà, je voulais savoir comment on peut réussir à se faire une place dans un monde qui est submergé d'informations, et vu que c'est un peu aussi le thème des assises, de trouver le goût à l'info, comment on arrive à créer quelque chose qui va pouvoir justement faire retrouver le goût à l'information aux personnes qui vont lire. Je pense que je parle rapidement, mais pour dire qu'en fait il y a 4 réponses à ta question qui sont différentes autour de cette table, quoi. Et nous, la nôtre, c'est de dire, en fait, on essaye de faire un objet singulier éditorialement avec nos méthodes qui sont des méthodes qui sont un peu différentes de celles qu'on a pratiquées pendant des dizaines d'années. Et puis après, on essaye de faire réseau mais en fait, il y a d'autres réponses, je sais pas, qui sont autour de cette table, qui sont des réponses tout aussi valables. Ouais, moi je pense que ce qui fait vraiment notre plus-value, ça va être, et je pense que ça se rejoint aussi avec votre média, c'est l'enquête en fait, c'est les informations aussi qu'on va sortir. C'est tout ce travail en fait qui des fois peut prendre des semaines, des mois, qui est pour nous la vraie plus-value, parce que par exemple en vidéo des médias d'enquête qui sortent des infos et qui sont repris derrière par de la presse papier ou par d'autres médias, il y en a très très peu. Sauf à citer les grands magazines qu'on voit sur les caches d'investigation, d'autres. Voilà. Mais en vidéo et en plus en vidéo numérique, vous avez, c'était ça aussi nous notre pari, vous avez très peu de médias qui enquêtent vraiment et qui ont ce savoir-faire de mettre en image en plus les résultats d'une enquête de journalistes qui ont passé 2 semaines, 3 semaines, soit à éplucher des rapports, à passer des coups de fil, à aller sur le terrain, etc. Pour nous, c'est ça la vraie plus-value. J'ajoute à ça le côté de l'identité. Nous, c'est vraiment ce qu'on défend, c'est d'être un objet identifiable et à part, par exemple sur la question de l'action, de l'engagement. Aujourd'hui, tous les médias se revendiquent engagés.
mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire être engagé sur l'environnement, être engagé sur les questions de société. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et nous, on essaye, en tout cas, on peut pas forcément le faire tout le temps, mais que sur certains sujets, si on peut passer à l'action, si on peut engager encore une fois notre audience sur des dynamiques de là concrètement je peux rejoindre tel combat d'une association, signer telle pétition, participer à une cagnotte pour venir en aide à telle personne, il ne faut pas qu'on se prive de le faire. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, être engagé, voilà, ça veut dire quoi? Si nous-mêmes on n'est pas un tant soit peu engagé en tant que média journaliste. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Nous, notre plus-value, ça va être aussi l'investigation et l'enquête. En fait, je voulais revenir à ce qui est pour moi la base, la définition initiale pure du journalisme, qui est on révèle des faits qui ne sont pas connus. En fait, aujourd'hui, quand vous feuilletez un journal ou que vous regardez un JT, à peu près, je pense, 90% de ce que vous voyez, entendez, si vous cherchez bien sur le web, c'est déjà su, ça a déjà été publié quelque part ailleurs. Voilà. Nous, notre pari, c'est que l'article qu'on fait, l'angle que l'on choisit, c'est nouveau, tout neuf. Alors, à ma droite, oui, c'est plutôt sur le format vidéo, chez nous, c'est plutôt sur le format écrit, mais voilà, c'est l'info pure, factuelle, et sans engagement pour le coup, neutre. Voilà, je ne veux pas qu'on soit catalogué sur la moindre tendance. Moi, Reporters des Sports, c'est à mi-chemin de ce que vous expliquez, c'est-à-dire il y a plein d'infos et d'initiatives concrètes sur le terrain qui passent sous le radar de médias plus conventionnels, on va dire. Et c'est d'inspirer en fait, c'est de se dire l'information peut inspirer, peut donner envie d'agir, de se projeter, ou simplement de se dire ah tiens ça existe, je ne savais pas, de ne pas être dans une information qui confine dans la peur menant parfois à l'action, mais parfois aussi souvent à l'inaction. Donc voilà, c'est le principe du journalisme de solution en fait. Et donc cette valeur ajoutée là, qui veut répondre aussi à des attentes qui s'expriment de plus en plus. Une série d'études que vous avez peut-être vu passer, Fondation Descartes sur citoyens et changement climatique, information et changement climatique, Fondation Jean Jaurès, qui explique que une partie des audiences du public se met en retrait de l'information, déconsomme ou se met à moins suivre l'info parce que c'est trop anxiogène. Donc ce qu'on voyait déjà il y a 20 ans, mais qui était assez épars, enfin qui n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est explicite. Et les médias, que ce soit Libé, au Figaro ou ailleurs, nous disent ça apparaît spontanément dans les enquêtes de lectorat. Donc forcément, c'est pour ça qu'ils veulent tous s'y mettre, sans trop savoir parfois comment y aller. C'est pour ça qu'on sert à quelque chose. Mais voilà, cette revue papier, elle veut voilà, accompagner ce mouvement et répondre à cette demande et ce besoin d'aller au-delà du monde qui tombe. Le monde qui se construit et qui avance. Bonjour, j'aurais deux questions. La première, quelle est la place que vous donnez aux réseaux sociaux en termes de visibilité de vos médias? Et la deuxième, étant pour l'instant de petites structures, vos journalistes, comment vous les rémunérez? Je précise, est-ce qu'ils sont rémunérés à hauteur de leur expérience ou pour l'instant vous ne pouvez leur donner que le minimum? Merci. Sur la rémunération, comme je disais, donc ils sont tous en CDI chez nous et on les rémunère plus que leur salaire où ils étaient avant en gros. Ça a été nécessaire pour les faire venir et les salaires, oui, dépendent, c'est un peu comme ça, hein, de leur expérience, mais on démarre, je pense, assez haut dans les standards du métier, du journalisme, voilà, parce qu'il y a tous, on veut valoriser l'expertise. Et puis la première question sur les réseaux sociaux, oui, c'est fondamental, ça a été fondamental pour nous. On a fait une sorte de pré-lancement sur Twitter notamment, qui a été très efficace pour nous permettre de faire naître une communauté à qui on a pu ensuite faire part de notre naissance. C'est stratégique aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on s'en sert aussi pour y publier des vidéos qui résument nos enquêtes avec un ton, je vous encourage à aller les voir, c'est Mine Moreau qui fait ça chez nous, qui vient de Loopsider et qui a un ton voilà, très social, jeune, moderne.
Et ça nous permet de faire passer en 1 minute, 1 minute 30 des enquêtes qu'on trouvera plus approfondies sur le web. Alors sur la rémunération, nous on a aussi été chercher des journalistes qui ont de l'expérience. Il n'y a personne qui sort d'école, il y a une personne en alternance qui est en ce moment en école. La rédaction est composée quasiment que de journalistes qui ont déjà pas mal d'années d'expérience dans les pattes, qui sortent soit de France 2, soit qui étaient qui travaillaient à Combini, d'autres qui travaillaient à Society, en presse papier. Et donc, là aussi, alors sans donner les chiffres, mais moi de ce que j'ai connu, maintenant avec une petite dizaine d'années d'expérience dans le milieu du journalisme, on est plutôt sur la fourchette haute de ce qui se fait en termes de rémunération. Sur la question des réseaux sociaux, pour nous elle est stratégique, elle est hyper importante, parce qu'à la fois on a notre plateforme, donc vaquita.fr, mais on diffuse aussi énormément nos enquêtes via des extraits qu'on retrouve sur nos réseaux sociaux, et aujourd'hui à 4 mois d'existence, on a je trouve en tout cas à titre personnel, une grosse force de frappe sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. On a maintenant quasiment 200 000 abonnés. Sur TikTok aussi, on n'est pas loin de passer les 100 000 abonnés. Sur Twitter, paradoxalement, c'est là où on est le plus faible, on a à peine 10 000 abonnés. Alors ça a été aussi fait par un choix où en fait on est beaucoup plus, Twitter est moins un réseau social de la vidéo, là où forcément Instagram, TikTok le sont beaucoup plus. Donc voilà, on a moins investi ce terrain-là, même si on essaye de s'y mettre un petit peu plus, et aussi parce que, on va pas se le cacher, Twitter est un peu un champ de bataille. C'est assez, voilà, c'est je pense le réseau social le plus clivant aujourd'hui, où il y a énormément de trolls, où il y a aussi, c'est très politique aussi. Là où par exemple Instagram et TikTok le deviennent aussi. TikTok est notamment avec ce qui se passe là depuis l'actualité sociale est en train de beaucoup comment dire, mettre en avant tout ce qui est plus actualité sociale et les tensions qu'on pouvait voir auparavant sur TikTok. C'était plutôt un média jeune, un peu cool, etc. Ils sont en train de vraiment, je pense, un peu changer de leur algorithme pour pousser par rapport à ça. Tout ça pour dire que sur Instagram, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est l'endroit où on arrive le plus à mobiliser aussi notre audience par rapport à justement le côté action, dynamique d'action. Les gens sont beaucoup plus réceptifs sur ce réseau social-là à derrière demander comment je fais pour venir en aide à telle personne, comment je fais pour essayer de changer les choses, etc. Et donc ça marche beaucoup mieux. Nous on a trouvé à 4 mois d'expérience que ce réseau social-là est vraiment un très bon médium, plus bienveillant aussi, pour faire passer ça. Moi je vais juste rappeler un peu notre contexte qui est particulier, puisque nous on a une revue avec des productions de journalistes et de non-journalistes. Donc voilà, c'est un peu spécifique. Ceci dit, tout le monde a été rémunéré de manière différente et en fonction non pas du profil et de l'expérience de journaliste, mais plutôt de la taille du contenu qui a été produit. Donc effectivement, des plus gros dossiers ont été rémunérés un peu plus que les plus petits dossiers. Pour ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, c'est juste qu'on va avoir évidemment des réponses très différentes que vous, parce qu'on n'est absolument pas dans le même contexte. Les réseaux sociaux sont un enjeu stratégique, oui et non. Parce que on compte aussi évidemment beaucoup sur les relais de proximité, les partenaires avec lesquels on travaille. Nous, on est aussi très identifiés dans l'éducation aux médias, donc par des partenaires institutionnels ou associatifs ou des relais de proximité un peu plus informels qui vont aussi évidemment beaucoup nous aider. Donc on mise sur les réseaux sociaux autant que sur les relations de proximité plus informelles qu'on va avoir avec plein d'institutions. Nous c'est un peu pareil, les associatifs. En fait on mise plus sur le papier, j'avoue, que sur le numérique, et c'est une question de répartition des moyens, de moyens réduits. On pense qu'il faut faire plus. Les jeunes de l'équipe, parce que moi je suis un des plus vieux, les jeunes de l'équipe veulent faire de l'Instagram et tout, on n'y est pas encore. Je sais que c'est une grosse faute de ne pas être sur Insta. On est encore sur Twitter et LinkedIn et Facebook. Mais voilà, on consacre très peu de moyens aux réseaux sociaux aujourd'hui. On sait qu'il faut faire plus, mais voilà, c'est des arbitrages
permanents. Et sur l'équipe, on est 3 permanents, dont 2 salariés en CDI. Je salue Augustin au fond de cette salle, le gars sympa avec la chemise blanche col Mao. Donc sur 2 salariés en CDI, il y a un journaliste, donc c'est moi, qui passe un quart de mon temps à faire vraiment du journalisme. Et le reste c'est du développement, de la structure des projets, etc. On a une équipe donc de journalistes pigistes. Ceux qui produisent des contenus originaux sont payés, sont rémunérés. Alors j'ai envie de dire au tarif associatif. En fait, je m'aperçois parfois que c'est le tarif qui court aussi dans les rédactions normales, entre guillemets, non associatives. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, certains donnent de leur talent. Parce qu'il y a des journalistes qui sont journalistes ailleurs et indépendants, producteurs à Radio France ou autres, qui sont bien payés, donc qui acceptent de faire des chroniques gratuitement aussi. Ça arrive de temps en temps. C'est 2 papiers sur 150 pages. Mais voilà, il y a des gens très généreux qui donnent de leur temps et c'est important pour nos associations. Mais voilà, mais quand on demande à quelqu'un de produire quelque chose, effectivement, il faut le rémunérer. Et ça dépend du volume aussi qu'on peut confier à une même personne. Nous, on produit très peu, en fait, vous voyez, enfin, très peu. C'est 40 pages sur 150. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'équipe en interne. Voilà, on n'est pas une vraie rédaction avec plein de sous-traitance. Je ne saurais pas vous dire combien de feuillets ça représente, mais ça reste modeste. Mais ça va grossir, ça va croître. Une autre question? Bonjour, on a entendu parler beaucoup de journalisme d'action. Donc je voulais savoir déjà si vous faisiez une différence entre journalisme d'action et journalisme militant. Et d'autre part, donc d'être aussi participatif dans les enquêtes, c'est plus pour Axel auquel je pense. Est-ce que ça ne nuit pas à l'objectivité? Et puis le corollaire, est-ce que c'est un gros mot encore aujourd'hui de faire du journalisme subjectif? Bon, après là on rentre dans des débats. Déjà sur l'objectivité, c'est un peu la martingale, voilà, rien n'est objectif parce que même honnêtement choisir un sujet quand vous êtes dans une rédaction, c'est déjà une part de subjectivité. Après nous on se définit pas comme des journalistes militants. On n'est pas militant, on est engagé, et ça, je tiens à faire cette distinction, parce qu'on est journaliste avant tout. Parce que quand on fait une enquête, on respecte les principes fondamentaux de ce qu'on nous a appris en école, de par où on est passé dans les autres rédactions, qui sont le respect du contradictoire, la vérification des sources, sourcer avec de multiples interlocuteurs nos informations. Et voilà, après, nous, ce qu'on se veut, c'est engager, alors ne serait-ce que parce qu'on traite des thématiques, que déjà on trouve que c'est déjà engagé de les traiter. Par exemple, si on parle de la question du bien-être animal, parler et enquêter sur les abattoirs aujourd'hui en France, ou sur d'autres, on a publié une enquête sur un dresseur d'animaux qui est aujourd'hui accusé. Alors c'est une personne qui est la plus connue dans le monde du cinéma, parce que c'est lui qui fournit tous les animaux qui sont en grande partie utilisés dans les tournages sur les cinémas, etc. Et qui est accusé aujourd'hui par une quinzaine de ses anciens salariés de traitement d'actes de cruauté graves sur ces animaux. Ne serait-ce que pour nous traiter ce sujet, en soi, c'est des sujets qui sont un peu des fois même aussi en périphérie sur certains grands médias. Donc c'est déjà engagé pour nous de le traiter. Alors, la question de l'action derrière, pour moi je la distingue de... Enfin voilà, pour moi on va pas être militant dans le sens où on va je sais pas moi, s'enchaîner, nous, en tant que journalistes, devant une porte ou un arbre qui va être découpé. Mais par contre, on va être engagé pour dire que sur certaines causes, oui, notamment sur la question du changement climatique, sur la question de certains combats de société, effectivement, on veut que ça change aussi. Par exemple, sur l'inaction politique face au changement climatique, oui, je pense que c'est une cause commune et il faut, ça ne me dérange absolument pas, moi, à titre personnel, et d'engager ma rédac sur ce combat-là. Qui ça répond à votre question? Moi, je veux dire que, en fait, nous, on se définit pas comme militants, comme je le disais tout à l'heure. En fait, ce qui nous définit, c'est un peu nos méthodes. Nous, on part en résidence, on est confronté à la défiance qui peut exister dans des endroits qui se sentent stigmatisés, qui se sentent rejetés par la production médiatique. Et nous, notre engagement, il est dans le fait de construire du récit médiatique avec ces gens, en utilisant
nos méthodes qui sont des méthodes qui, pour moi, personnellement, là, ont vraiment révolutionné ma manière de concevoir le journalisme, parce que, en fait, d'aller chercher de la discussion collective, d'aller se dire qu'en fait, on peut aller plus loin, on peut imaginer des dispositifs qui vont plus loin que l'interview pour faire émerger de la parole. En fait, ça change. Ça change un peu à la fois la manière dont on reçoit ce qui est dit, et ça change aussi le résultat pour les lecteurs. Moi, je ferai un distinguo effectivement entre journalisme militant et d'action, parce que l'idée du journalisme de solution, c'est de mettre en mouvement les lecteurs, enfin les gens qui regardent, écoutent ou lisent les contenus. Ça ne veut pas forcément dire que le journaliste qui a produit le contenu est lui-même militant ou engagé. Il peut simplement décrire, et c'est un peu la méthode qu'on défend, qu'on promeut. Il peut parler d'initiatives qui font avancer un certain nombre de choses sur le terrain, dans l'écologie ou la solidarité, tout en portant un regard critique sur les initiatives, qui peuvent être très louables, etc. Mais on peut discuter de l'impact réel, on peut discuter de gens qui prétendent changer le monde et qui en sont pas là. Enfin, on peut avoir un esprit critique aussi sur ce qui se présente comme une solution. Donc voilà, on essaie d'être honnête plus qu'objectif, sachant que la subjectivité du journalisme, elle est constitutive en fait de chacun d'entre nous et donc des journalistes. Moi, quand je lis des papiers en tant que rédac chef, des papiers d'enquête qu'on fait pour introduire justement les papiers qu'on agrège, je sens une empreinte spécifique à chacun des journalistes. Voilà, donc il y a du militantisme chez certains qu'on voit, qu'on sent. Il y en a d'autres qui se veulent un peu plus neutres, entre guillemets. Et nous, on cherche en fait les idées qui rassemblent quelque part. L'idée, c'est de dire, on va pas sur la polémique, il y a plein de gens là-dessus. On va chercher les initiatives qui rassemblent et les papiers qui témoignent aussi de la possibilité d'agir ensemble, au-delà de clivages idéologiques ou de polémiques. Voilà, mais il n'y a rien d'objectif dans tout ça. Il y a une recherche d'honnêteté. Ouais. Pas de commentaires Non, mais supplémentaires. comme moi j'ai pas parlé d'engagement ou d'action, donc je ne me positionne pas. Une autre question? Une question plutôt pour l'informer et pour Vaquita, qui avait des modèles d'abonnement payants. Est-ce que vous avez réfléchi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu sur Internet, est-ce que vous avez réfléchi à un paiement par exemple à l'article, où on pourrait acheter un seul article pour, je sais pas, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, peu importe, plutôt que de s'abonner pour des personnes qui seraient déjà abonnées à 2, 3, 4 médias et qui n'ont pas envie au bout d'un moment de multiplier leurs abonnements payants? Alors, le paiement à l'article, c'est vieux comme le web en fait. Plein de médias l'ont testé. Là où je bossais avant à Capital, ça avait été testé aussi, avec des prix à 50 centimes, 1 euro, 1,50 €. On voit aujourd'hui dans le monde qu'il y a quasiment très peu, j'en connais pas bien en fait, de médias qui se vendent à l'article pour une raison simple, c'est que en fait, nous, ce que la plupart des médias payants essayent de faire, et nous compris, c'est d'inciter les gens à venir, même s'ils s'intéressent qu'à un seul article, quitte à ce qu'ils se désabonnent après. Le pari, c'est que, allez, la moitié d'entre eux, parmi ceux qui sont venus que pour un seul article, si on arrive à garder la moitié ou même le tiers d'entre eux, parce qu'un deuxième article leur a plu, et bien voilà, on aura finalement fidélisé quelqu'un. Donc, mais il y a toujours des initiatives. J'ai été approché par une start-up qui s'appelle Passepartout récemment, qui m'a proposé quelque chose de très sympa là-dessus. Mais voilà, peut-être qu'on tentera, mais j'y crois pas trop malheureusement. Les expériences ont peu marché jusqu'à présent. Non mais tu as bien résumé la situation. On s'est posé aussi la question, et c'est à peu près les mêmes raisonnements qu'on a, c'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment que les gens d'abord aussi nous soutiennent, et soutiennent un modèle, c'est-à-dire un modèle un média bien identifié, sans pub. On ne fait pas non plus de pub de reportage, on dépend depuis notre lancement que de nos abonnés en fait. Alors on va plutôt essayer en termes de stratégie marketing, de plutôt essayer de faire des offres. Par exemple, on a fait des offres pour 6 mois, là on fait, encore une fois, je le redis, une nouvelle offre là, jusqu'à dimanche pour 6 mois à 10 €. Donc on va plutôt essayer de faire des événementialiser en fait au niveau de petites offres, comme ça de temps en temps, plutôt que d'aller chercher le microfinancement par un article ou par une vidéo. Si je peux me permettre, je voudrais rajouter que
Je suis effaré par le rapport qu'on a avec le prix de l'info. Enfin, on paye quand même des places de cinéma à 20 € pour quelque chose qui ne dure que 2 heures. On va payer un café 3 €, 2 €, enfin 3 € dans certains quartiers de Paris, oui. L'informé, nous, c'est 9,99 par mois, donc c'est le prix de 3 cafés, c'est la moitié d'une place de cinéma pour 100 infos par mois. Enfin, c'est rien. J'aimerais que les gens prennent conscience. Voilà, donc si on pouvait progresser là-dessus. Le prix d'une pinte chez nous, 5 €. Voilà. Peut-être une dernière question? Non. Bon. Alors moi j'en ai une par contre. Aux assises, il y a beaucoup d'étudiants en journalisme. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour lancer un nouveau média? C'est quoi les conseils pour lancer un nouveau média? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est une réflexion. Rejoignez les nouveaux médias existants peut-être pour faire vos... Enfin, ou lancer César d'emblée si vous voulez. Ouais. Après, tout dépend... je sais pas, tout dépend ce que vous souhaitez faire en fait. Tout dépend honnêtement quel médium vous voulez investir, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Est-ce que c'est sur l'écrit, est-ce que c'est sur l'audio, est-ce que c'est sur la vidéo? Sur la vidéo, honnêtement, pour se faire une place, vous pouvez, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, je pense que c'est possible, et on l'a vu ces dernières années avec des nouvelles têtes émergées, type Hugo Décrypte, etc. Vous pouvez investir à fond et faire ça. Après, voilà, c'est pas le même modèle, évidemment. Vous allez forcément devoir passer par une dépendance extrêmement forte à des algorithmes que vous ne maîtrisez pas, qui vont changer toutes les 4 matins, forcément à dealer aussi avec de la publicité, qui peuvent aussi rentrer en contradiction avec vos valeurs. Vous allez pouvoir aussi devoir, si vous vraiment vous voulez être à un moment donné à un équilibre économique, faire des publi-reportages, ce qui se passe aussi sur ces médias. Voilà, après, beaucoup de médias font des publi-reportages, il n'y a rien de honteux en soi, mais c'est des questions qui quand même doivent être tranchées en votre âme et conscience, de savoir si vous souhaitez faire ça. Donc sur les réseaux sociaux, c'est possible, je pense, de se lancer. C'est possible de se faire un nom. Après, voilà, ça questionne aussi la question de quel modèle de journaliste vous voulez défendre. Après, sur le papier, je pense que c'est possible aussi. Après, c'est des contraintes que moi je maîtrise moins. Je laisse pas forcément la parole à mes camarades là-dessus. Moi j'avais, oui, peut-être un conseil effectivement, mais au-delà de créer un nouveau média, peut-être de s'intéresser à l'éducation aux médias, dans le sens où l'éducation aux médias, je trouve que c'est un des rares espaces qui force à la réflexivité. Et le journalisme est quand même un métier qui, je trouve, manque d'espace réflexif pour questionner ses pratiques, pour penser la manière dont on pense les sujets. Et l'humilité qui est induite par des actions d'éducation aux médias, animer un atelier d'écriture, expliquer ce que c'est l'écriture d'un article, c'est pas simple. Et s'apercevoir que c'est compliqué de transmettre, ça renvoie aussi à quelque chose, une dimension un peu humble, qui, je trouve, est nécessaire aussi quand on pense à un nouveau média, des nouveaux contenus. Et il y a une forme d'humilité aussi à avoir quand on souhaite s'inscrire dans le paysage médiatique. Moi, je veux juste dire que c'est cool de faire des collectifs. Donc voilà, nous, c'est ce qui nous anime aussi depuis des années, et c'est ce qui nous rend heureux, nous rend joyeux, nous donne la force de faire des projets comme ceci. Donc voilà, faites-le. J'ai une dernière question qui va vous s'adresser un peu à vous deux. Vous avez expliqué que vous êtes parti de Capital parce que la reprise, quelque part, ne vous convenait pas. Ma question plus précisément sera, est-ce que vous avez créé vos médias parce que vous ne vous retrouviez plus dans le modèle médiatique où vous étiez chacun? Est-ce que vous vouliez créer quelque chose qui correspondait plus à l'image du journalisme que vous aviez? Moi, c'était pas le modèle de journalisme qui me gênait. Je voulais continuer on peut faire du journalisme libre et d'investigation sous tous les formats, que ce soit en presse écrite, vidéo, etc., ou sur le web. Donc voilà, puis c'était l'occasion aussi de se mettre à son compte un peu, de lancer quelque chose, de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille, de pouvoir être libre aussi dans son quotidien. Donc c'était surtout ça. Oui, c'est principalement ça, c'est la liberté quand même de pouvoir maîtriser beaucoup plus de choses qu'on ne le maîtrisait avant. Moi, une petite expérience personnelle, j'ai travaillé en boîte de production pour les émissions sur le front sur France 5, donc
on avait aussi cette expérience d'intermédiaire entre des chaînes qui commandent, etc. Et c'est des process qui sont particulièrement lourds et vous ne maîtrisez pas tout. Donc là, justement, c'est aussi né de ça, d'un moment donné, vouloir regagner de la liberté pour voilà, tout simplement être maître dans la production, dans la diffusion, de pas dépendre d'une chaîne qui dit oui, mais c'est telle case à telle heure, tel jour, etc. Donc là, vous avez quand même beaucoup plus la main sur ça. Et ne serait-ce que pour ça, effectivement, ça nous a quand même beaucoup motivés. Et après, voilà, on a un savoir-faire qu'on avait envie tout simplement d'autoproduire, en fait, et de mieux maîtriser production et diffusion. Ben, merci à vous, puis bonne chance pour vos médias. Merci beaucoup. Merci.